Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Les élections sont donc désormais derrière nous et les tractations pour la formation d'une majorité ont commencé et vont bon train. Le chef du gouvernement désigné Aziz Akhannouch a affirmé que l'alliance qu'il mettra sur pied devra être cohérente, homogène et porteuse de programmes convergents. Cette semaine, il a reçu l'ensemble des partis politiques, à l'exception du PJD, parti qui conduisait la majorité sortante et qui s'est excusé. Les pronostics sont nombreux sur les différentes combinaisons possibles et les scénarios envisageables. Mais d'ores et déjà, on sait que le PJD restera dans l'opposition, de même que le PPS, et on sait aussi que l'USFP et le PAM sont partants. Quant à l'Istiqlal, il réunit ce week-end son conseil national avancé d'une semaine car initialement convoqué pour le 25 septembre. Les discussions portent sur cette fameuse convergence des programmes que Aziz Akhannouch appelle de ses voeux, en plus de la répartition des fonctions et du nombre et de la nature des portefeuilles ministériels que les uns et les autres recevront. Et puis en fin de semaine, un communiqué important a été signé par les chefs des trois premiers partis, RNI, PAM et Istiqlal, appelant à une cohésion des majorités territoriales avec le classement général aux élections du 8 septembre. En seconde partie, nous irons au Mali pour analyser l'agression criminelle portée contre un convoi de camions venant du Maroc et se dirigeant vers Bamako. C'était le 11 septembre, le même jour qu'un autre attentat 20 ans auparavant qui a changé le monde. Cet acte qui confine plus à l'attentat terroriste qu'à l'acte crapuleux changera-t-il à son tour la donne dans le Sahel? Nous parlerons de ces deux thèmes avec nos invités. Zakaria Aboudahab, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nabil Adel, vous êtes directeur du groupe de recherche de géopolitique et de géoéconomie à l'ESCA. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Abdelhamid Belkhtab, vous êtes professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'Université Mohamed V de Rabat, aussi comme si Zakaria. Merci à vous d'avoir répondu aussi à notre invitation. Alors, marathon, marche forcée, le chef du gouvernement désigné Aziz Akhannouch multiplie les rencontres et les négociations recevant l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement. Certains ont déjà exprimé leur position. Et cette fin de semaine, le RNI, comme je le disais, le PAM et le pays, parti de l'Istiqlal, ont publié un communiqué où ils parlent de la nécessité de respecter l'autorité du vote populaire, première du genre dans la politique récente du Maroc. Alors, avant de rentrer dans les détails, Zakaria Aboudahab, c'est une élection importante avec des résultats qui ont surpris beaucoup de monde, essentiellement à travers l'effondrement du PJD. Alors, comment ça a été perçu à l'échelle internationale, comment ça a été reçu à l'international, sachant que depuis les printemps arabes, ce qu'on appelait les printemps arabes, le Maroc est le seul pays donc, de la région arabe et islamique et musulmane à avoir intégré les islamistes par les urnes et les avoir renvoyés par les urnes. Exactement. Comment ça a été vu? On a l'impression que ça a été rapidement traité, cette histoire. Moi, je crois, c'est Aziz, que ça confirme l'exception marocaine. Vous savez, il y a une turbulence au niveau de la politique internationale et notamment, nous sommes toujours dans le cadre de la Covid-19, comme pandémie qui a bouleversé la donne mondiale. Et pourtant, le Maroc, le 8 septembre 2021, a prouvé qu'il était capable d'organiser ses élections, de respecter le timing qui leur a été fixé auparavant. Et sur le plan des réactions, d'abord, il faut noter que plusieurs capitales mondiales ont félicité le Maroc sur la tenue et la transparence des élections. Et d'autre part... Les Américains, le même jour, le même soir, tout de suite. Absolument, que ce soit à travers des tweets, que ce soit à travers des réactions, des déclarations, etc. etc. Cela est extrêmement important. Je crois que le Maroc a relevé le défi, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Un autre aspect, cette fois-ci, ce qu'on pourrait appeler la géopolitique des élections. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, que les islamistes sont issus d'un contexte très particulier lié à ce qu'on appelait à l'époque les printemps arabes. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer que les conditions qui ont poussé à l'émergence de ce genre de coalition, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte et ailleurs, ont disparu. Et donc, quelque part, nous sommes dans un changement d'échelle. Je dirais, c'est une plaque tectonique qui a bougé et les lignes géopolitiques ont bougé. Le Maroc n'en fait pas l'exception, mais la spécificité de l'expérience marocaine, c'est que précisément, il n'y a pas eu de changement radical, on va dire, ou de contestation ou d'émeute pour porter les islamistes au pouvoir. Donc on était dans une trajectoire, je crois, qui a commencé, à mon sens, à partir de 1998, avec cette fameuse alternance en douceur, qui, encore une fois, permet au Maroc d'avancer par incrémentalisme, comme on le dit en politique publique, c'est-à-dire à petite dose. Et je crois que cela relève de la profondeur de l'État marocain, sa façon d'agir, son mode opératoire.
Et bien entendu, il faut que nous ayons les yeux rivés sur ce qui va advenir par la suite. Merci, c'est Zakaria. Alors, on entre directement dans le vif du sujet avec vous, Abdelhamid Belkhattab. Alors, la Constitution ne prévoit pas de délai pour la formation d'un gouvernement, mais il se trouve qu'il y a un délai qui, lui, est prévu par la Constitution, qui est l'ouverture de la première session, donc ça va être la première session de la législature, le deuxième vendredi d'octobre, c'est-à-dire le 8 octobre. Ce qui veut dire que, bon, Aziz Akhannouch pourrait être pressé par le temps pour pouvoir présenter à Sa Majesté le Roi, donc un gouvernement avant l'ouverture de cette session. Comment vous voyez les choses? Avec ce qui est en train de se passer comme tractation, on en parlera encore. Oui, certes, d'autant plus que Aziz Akhannouch lui-même veut donner l'image d'un chef de gouvernement qui maîtrise la situation en quelque sorte et qui dépasse la situation de crise qui a été celle du gouvernement qui est là à un moment donné. On se rappelle du blocage. Donc, si Akhannouch veut donner donc l'image d'un chef de gouvernement efficace, d'un chef de gouvernement qui maîtrise la situation et qui arrive facilement à s'entendre avec les protagonistes politiques, donc avec les autres partis. Et on voit très bien que tout le monde entre dans le décor, tout le monde accepte plus ou moins de négocier avec le chef du gouvernement et tout le monde fait preuve d'une certaine sérénité pour intégrer ce gouvernement. L'ouverture du Parlement n'est pas une date butoir pour la formation du gouvernement, mais on peut tout de même dire que c'est une date qui suppose que avant laquelle le gouvernement est déjà formé. Et c'est Aziz Akhannouch essaye de faire le maximum pour faire en sorte à ce que le gouvernement voit le jour avant même l'ouverture du Parlement. C'est-à-dire que ça serait quand même un peu... Mais ce n'est pas une échéance constitutionnelle. Non, ce n'est pas constitutionnel, voilà. On est bien d'accord, mais c'est donc le chef de l'État, Sa Majesté, qui ouvre le Parlement, donc il n'y a pas de prise de parole du chef du gouvernement. Absolument. Mais devant lui, il ne peut pas avoir le chef d'une équipe sortante alors qu'il a un Parlement qui... Donc ce n'est pas une date butoir, mais c'est quand même une pression, on va dire ça comme ça, sur Aziz Akhannouch. Oui, Aziz Akhannouch, dans tous les cas, essaie donc de dépasser cette image de blocage, je dirais, de crise intestinale qui est celle du gouvernement Pijidi. Donc nous sommes dans une nouvelle configuration dans laquelle les acteurs politiques négocient avec plus de liberté, mais aussi avec plus de sérénité. Donc il n'y a pas vraiment cette pression qui était celle du gouvernement. Les résultats sont plus visibles. Voilà, d'autant plus que voilà, vous avez trois partis qui sont arrivés les premiers et qui peuvent théoriquement former facilement un gouvernement majoritaire. Donc nous sommes plus ou moins dans une nouvelle... On est à 270 si on fait la somme des trois. On est à peu près à 270, voilà, la majorité donc une absolue majorité très confortable au Parlement. Donc nous sommes dans une nouvelle configuration et on va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Très bien. Très bien. Nabil Adel, le parti de l'Istiqlal, donc, dont le secrétaire général Nizar Baraka a aussi été reçu donc, dans l'ordre. Aziz Akhannouch les a reçus dans l'ordre d'arrivée, si j'ose dire, si je puis m'exprimer ainsi. Le Conseil national était prévu donc, pour le samedi 25 septembre. Et là, il a été avancé d'une semaine. Quelle lecture on pourrait y faire, sachant que un communiqué important est sorti en fin de semaine, j'en parlais en ouverture, signé par les trois premiers partis, qui parle de la cohésion entre les différentes majorités, qu'elles soient centrales, régionales ou locales, avec le vote populaire, ce que le communiqué appelait l'autorité du vote populaire. Le fait qu'ils avancent d'une semaine, et si on intègre le fait qu'il y a cette question pas de délai, mais de pression, quelle lecture vous en faites? Écoutez, tout d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que la logique du vote populaire est une logique qui doit être en cohérence avec les orientations des partis. Donc il faut qu'on soit dans une logique de cohérence et pas dans une logique arithmétique. Le vote populaire a donné trois partis en tête, mais ça ne veut pas dire que ces partis sont cohérents entre eux en termes de choix, en termes de position idéologique, en termes de base partisane. Donc si on part du principe qu'il faut respecter la logique du vote populaire, il faut que cette logique soit cohérente et qu'on ait des coalitions avec des partis qui respectent à minima une base de travail commune. Donc on a vu pendant les deux derniers gouvernements que nous avions une sorte de patchwork de partis qui allaient de l'extrême gauche à l'extrême droite et il n'y avait pas souvent de la cohésion dans le travail. Maintenant, je pense que les trois premiers partis, RNI, PAM et Istiqlal,
peuvent avoir quelques cohérences entre eux, mais la logique du vote populaire est d'abord une logique de cohérence et pas une logique arithmétique. Alors deuxièmement, sur cette pression du calendrier, alors comme l'ont rappelé les éminents professeurs, nous ne sommes pas sur une date constitutionnelle. Et donc il n'y a pas de pression. Sauf si M. Arnouch veut se mettre la pression à lui-même. Nous devons former un gouvernement qui va gérer les affaires du pays pendant 5 ans, et nous ne sommes pas à quelques semaines près. Donc il vaut mieux qu'on prenne le temps de former un gouvernement solide, sur la base d'un programme clair, d'engagement clair aussi, et pas se précipiter dans la perspective de respecter un calendrier qui n'en est pas un. On n'a pas une obligation de former le gouvernement avant la session parlementaire. Maintenant, pour revenir à votre question sur le Istiqlal, c'est un signal, je vous l'accorde. Le fait qu'on ait avancé la date du Conseil national, on veut faire les deux, donc respecter une logique arithmétique des résultats du vote et essayer au maximum d'avoir un gouvernement ou au moins une architecture avant la session parlementaire. De toutes les manières, ce gouvernement a besoin de l'Istiqlal. L'Istiqlal, c'est peut-être le seul parti qui a un souffle politique, qui a une dimension historique et qui a un ancrage territorial très fort, notamment parmi les bases populaires. Donc je pense qu'il apportera beaucoup de choses à cette formation gouvernementale. Maintenant, encore une fois, l'expérience nous a appris que quelles que soient les déclarations des chefs de parti, il faut attendre les faits et on n'est pas à l'abri d'un revirement à la dernière minute et d'un chamboulement de la coalition si jamais un parti met la barre très haut. Donc on l'a vu avec le blocage et voilà jusqu'à la dernière minute et puis après on a eu un volte-face important et qui a conduit à un changement considérable d'architecture gouvernementale. On était parti sur 4 pays et sur 4 partis, au final on a eu 6. Donc tant qu'on n'a pas annoncé l'architecture gouvernementale, c'est trop tôt pour parler, mais effectivement, la tenue du Congrès de l'Istiqlal est un signal fort. Du Conseil national est un signal fort. Oui, en fait, le terme pression est peut-être un peu excessif, est peut-être un peu abusif, mais il y a une population qui a été votée à plus de 50%. Donc tout le monde ne parle que de ça maintenant, sur les réseaux, dans les chaumières, dans les salons, un peu partout, tout le monde ne parle que de ça. C'est dans ce sens que je parle aussi de pression, c'est que, bon, je ne vous apprends rien, qu'un taux de participation qui passe de 43% à 50 et quelques, 50,35 pour être précis, c'est quand même aussi une forme de pression. Alors, Abdelhamid Blechtab, je reviens vers vous. Il y a déjà eu des élections qui ont été, enfin, des postes, des fonctions qui ont été pourvues. Il y a Moulay Hamdi Ould Rachid de l'Istiqlal qui a été reconduit à la tête de la mairie de Laayoune. Il y a Fatem Zahra Mansouri du PAM. Donc, Ould Rachid, c'est le parti de l'Istiqlal. Fatem Zahra Mansouri du PAM retrouve la mairie de Marrakech, la présidence du conseil de la ville de Marrakech, qu'elle occupait de 2009 à 2015. Et en début de semaine, il y a l'élection du président du conseil de la ville de Casablanca. Donc, c'est la RNiste Nabila Armili face à Abdessamad Haïkar du PJD. On peut d'ores et déjà donc dire que c'est Mme Armili qui va être maire. Est-ce qu'on commence déjà à voir des contours d'alliance qui se forment là-dedans? Oui, on a Istiqlal, on a RNI, on a PAM à la tête de 3 grandes villes. Oui, certainement, bien que je ne crois pas qu'on puisse faire des pronostics très exacts en la matière. Je suis très sceptique là-dessus. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'issue des négociations, tout dépend aussi de la capacité du chef du gouvernement nommé à mener à bien les négociations, les tractations et aussi à pouvoir satisfaire les partenaires. Et on sait très bien que cela dépend aussi d'un certain nombre de facteurs comme le charisme du chef du gouvernement lui-même. Je ne connais pas si Aziz, personnellement, je ne connais pas si Aziz Arnouch, mais je crois qu'il a assez de talent et assez d'expérience, mais surtout assez de charisme pour peser dans ces négociations et faire en sorte à ce qu'une coalition restreinte puisse, tripartite, si j'ose dire, puisse voir le jour d'ici la semaine prochaine. Pourquoi tripartite? Pourquoi restreinte? Parce que les coalitions gouvernementales, aussi restreintes soient-elles, aussi efficaces sont-elles. Donc, mieux vaut une coalition de 3 partis qu'on peut facilement gérer, qu'on peut facilement coordonner, que 6 ou 7 ou 5 partis. Et on a vu l'expérience du gouvernement sortant. Comment est-ce que, avec 6 partis, 5 partis, c'est devenu
pratiquement ingérable à un moment donné. Donc je crois que l'expérience C'est beaucoup de politique et peu d'efficacité, on va dire ça comme ça. Si Arnaud, je crois, l'homme d'affaires qu'il est, va essayer d'avoir un gouvernement cohérent. Alors là, je vous interromps, je vous coupe. Il n'est plus homme d'affaires parce qu'en début de semaine, il a renoncé à toutes ses... Oui, mais il a toujours la fibre d'homme d'affaires. Ben oui, il ne peut pas s'en décider. C'est son métier. Avant de faire de la politique, c'était son métier. Mais là, on va quand même le rappeler, il a officiellement et solennellement renoncé à toute action. Absolument. Donc, nous sommes devant un personnage qui va essayer donc d'avoir une formation gouvernementale assez restreinte, assez efficace, et dont les membres sont plus ou moins contrôlés, si j'ose dire. C'est-à-dire, dont les membres sont des gens qui ont une vision commune. On a vu comment est-ce que les divergences de vision au sein du gouvernement antécédent avaient impacté négativement la marche du gouvernement et les décisions aussi du gouvernement. Donc je crois que les jours à venir, nous aurons affaire à un gouvernement restreint, formé d'une coalition tripartite maximum avec 4 partis. On verra comment les issues de tractation, comment vont se poursuivre. Et nous aurons aussi des membres du gouvernement qui seront des gens d'une certaine expérience et aussi qui partagent la même vision que celle de ces Aziz Arnaout. Alors justement, excusez-moi, pour sortir de cette... De la logique de uniquement les alliances, les fonctions politiques, les portefeuilles ministériels, les présidences de conseils régionaux ou de villes, il y a aussi quelque chose d'important qui est en train de se négocier actuellement, et c'est le programme. Alors Nabil Adel, vous êtes économiste. Aziz Arnaout, vous vous souvenez qu'au lendemain des élections, avait dit que la base des négociations se fera sur le programme du RNI. Très bien, c'est logique. Mais il y a aussi le nouveau modèle de développement qui a été présenté donc il y a quelques mois. Dans quelle mesure vous pensez qu'il peut allier les deux choses, c'est-à-dire son programme en 25 mesures avec le nouveau modèle de développement et trouver une cohérence avec les autres programmes, les autres partis, quels qu'ils soient, que ce soit les deux suivants ou d'autres? Ce n'est pas facile. Je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Alors, ben ça, précisons d'emblée. Sans doute, effectivement, ça va être très compliqué. Précisons d'emblée que le NMD n'est pas un programme, c'est une vision. Une vision dans laquelle peuvent s'inscrire beaucoup de partis, indépendamment de leur base idéologique. C'est quelque chose qu'on peut lire de différentes manières. Et les objectifs qui sont tracés dans cette feuille de route, on peut les atteindre de différentes manières. On peut être à gauche ou à droite, mais on peut les atteindre de différentes manières. Alors maintenant, quand on lit le programme du RNI, c'est un programme qui est très marqué à gauche. Et quand on voit le niveau d'engagement social, à travers les augmentations des salaires des fonctionnaires, à travers les dépenses dans la santé, dans l'éducation, à travers les créations d'emplois, c'est vraiment un programme qui ferait rougir d'envie l'USFP. Il était beaucoup plus à gauche que beaucoup de partis qui sont dans la mouvance de gauche. Donc aujourd'hui, ce qu'il a fait, je pense qu'il n'a pas été très habile dans cette campagne électorale parce qu'il voulait gagner, mais en même temps, il a augmenté les attentes. Et croyez-moi, les gens déjà commencent à lui demander de livrer. Et donc là, il s'est mis une pression additionnelle. Parce que là, quand on voit les 25 engagements... Oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une pression additionnelle. Voilà, en plus des autres. En plus des autres. Donc, effectivement, les promesses électorales sont une arme à double tranchant. Elle vous permet de ramener du monde, mais attention, les gens vous attendent au tournant. Et il faut livrer. Donc, les partis, de toutes les manières, on va juger M. Arnaout d'abord sur la déclaration gouvernementale. C'est ça, son engagement politique vis-à-vis des Marocains. Alors là, naturellement, cette déclaration gouvernementale devra avoir comme base son programme. Mais attention, il a 2 autres partis dans la coalition. Et chaque parti est venu avec ses promesses. Au moins, merci de le préciser, au moins 2. Donc, il devra réduire le nombre de partis pour ne pas avoir à faire des gymnastiques compliquées. Mais ce sont des partis qui vont venir avec des engagements vis-à-vis de leur base et dont devra tenir compte le futur chef de gouvernement. Donc, dans cette logique, je pense qu'il va, sur les 25, il y aura une bonne partie qu'on ne pourra pas appliquer, pour une raison très simple, c'est que ça rentrera en contradiction avec des engagements donnés par d'autres partis.
Et deuxièmement, si on veut accélérer la formation du nouveau gouvernement, il va devoir faire des concessions sur ses engagements. Donc il peut dire que la base sera mon programme, mais ce n'est pas une épée de Damoclès. Parce qu'il faut qu'il sache que les autres ont aussi leur agenda. Il devra composer. Alors, aujourd'hui, est-ce que le programme du RNI rentre en conflit avec le NMD? Je ne pense pas, puisque le NMD, ce n'est pas un programme, c'est une vision. Oui. Et on peut y arriver de différentes manières. Maintenant, ce qui va être compliqué pour M. Arnouch, c'est de pouvoir livrer. Et je pense là commencera le véritable exercice de chef de gouvernement. Maintenant, le plus important de tout cela, c'est que la nomination de l'élection du RNI intervient dans un contexte international très compliqué pour le Maroc. Je parle sous le contrôle des professeurs. Il devra tenir compte de cette donne. C'est que nous sommes dans un contexte international qui est très compliqué. Justement, parlant du contexte international, je me tourne vers vous, Zakaria Boutaheb, vous êtes professeur de relations internationales. On sait que la diplomatie et les relations internationales sont dans tous les pays du monde ce qu'on appelle le domaine réservé du chef de l'État, et donc chez nous de Sa Majesté. Mais pour autant, le gouvernement doit avoir une action, doit mettre en musique. Alors quelles sont, selon vous, les priorités qu'il aura en matière de diplomatie et de relations internationales? Il n'en parle pas beaucoup, nos chefs politiques, mais je pense que, comme disait Nabil Adel, effectivement, il faudra s'y atteler cette fois. D'abord, il faut revenir aux orientations royales en la matière, qui fixent, si vous voulez, les principaux domaines d'action de la politique étrangère et l'intervention de la diplomatie pour les implémenter. Cela où ces orientations constituent une sorte de feuille de route. Il y a des messages royaux également qu'il faudra citer en la matière. Donc il y a, si vous voulez, des constances et qui sont rappelées, ressassées à chaque occasion. Les relations de voisinage, de solidarité, les partenariats diversifiés. Et ce paradigme naissant, que Sa Majesté n'a de cesse de rappeler, c'est l'interférence ou la complémentarité entre la politique intérieure et la politique étrangère. Renforcement mutuel. Il faut absolument que la politique étrangère serve la politique intérieure et permette justement d'implémenter les réformes annoncées. Cela constitue, à mon sens, extrêmement important. Par ailleurs, évidemment, il y a la Constitution marocaine qui détermine l'action de l'exécutif. Par exemple, si on peut aller vers une sorte d'assimilation de la politique étrangère à une politique publique, selon certains, on peut considérer qu'indirectement, du moins, le gouvernement doit interférer avec cette politique étrangère et servir d'aliment, on va dire ça, ou d'ingrédient pour sa concrétisation. Alors, je voudrais dire par là qu'il y a des dossiers sur la table qui sont très urgents et qui ne doivent pas tarder. La relation avec l'Espagne, je la vois comme étant quelque chose de très important et de très urgent. D'ailleurs, Sa Majesté, dans le dernier discours, a parlé de relations, de bons contacts sous sa supervision. Il a bien précisé, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, qui vont être reprises par l'équipe à venir. Certainement, il faut préparer par exemple la réunion de la commission mixte par la suite. Il faut revenir à des dossiers fâcheux, même avec l'Espagne. Par exemple, la question de la délimitation maritime, problème de l'interférence, chevauchement avec les îles Canaries, etc. L'Union européenne, vous savez, normalement, la Cour de justice de l'Union européenne s'apprête à livrer ou à rendre une décision portant sur la validité de l'accord de pêche conclu. C'était en 2019, je le rappelle. Encore un protocole, bien entendu. On aura l'occasion d'y revenir. Il faudra anticiper. Encore. Avec la France, il faudra quand même un peu clarifier cette problématique de Pegasus ou non Pegasus, parce qu'il y a un avocat marocain, plutôt français, qui a été nommé par le Maroc, et on attend les résultats justement de sa demande. Avec l'Allemagne, il faut débloquer. Tôt ou tard, il faudra absolument que les relations reviennent à la normale. Je n'oublie pas le voisinage immédiat, rupture des relations diplomatiques prises de façon unilatérale par l'Algérie le 26 août jusqu'à aujourd'hui, et maintenant comment gérer cette donne, parce que ça bloque tout simplement la question de l'intégration maghrébine. Ce qui se passe en Afrique subsaharienne, nous ne sommes pas loin, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit au Mali et ailleurs. Et bien entendu, je crois, parce qu'hier, il y avait la réunion dans le cadre des accords d'Abraham, je crois qu'il faut fructifier et donner un contenu concret au partenariat renouvelé avec les États-Unis. Et notamment, nous avons tous ces consulats ouverts à Dakhla ou à Al Ayoun. Je crois que le gouvernement aura du pain sur la planche, tant mieux, ça donne un surcoût d'énergie. Excusez-moi, professeur Aboudahab, vous avez encore 30 ou 40 secondes, mais vous avez oublié quelque chose de très important en matière de diplomatie. Vous n'avez pas parlé une fois du mot Afrique.
continent. Ah oui, bien sûr. Il y a la ZLECA, il y a l'Union africaine. Il y a Alors l'Afrique subsaharienne, ce que j'ai dit, il y a des projets immenses, enfin des projets considérables. Le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, dont nous sommes partis, que nous avons validé. Mais il y a également des constances, mais il y a des changements. Vous voyez, il faut que le Maroc reconquête, à mon sens, peut-être des marchés diplomatiques qui sont en train de lui échapper quelque part. Alors vous voyez, je louche vers ce qui s'est passé en Guinée-Conakry avec le coup d'État et le départ de Alpha Condé, quand bien même la CEDEAO, qui est la Commission économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, avait suspendu le pays, a donné 6 mois pour gérer la transition. Ce qui se passe à côté de nous, au Mali, ne doit pas nous laisser indifférents, parce que 2 coups d'État, août 2020 et l'autre c'était en mai, je crois, 2021, nous y reviendrons tout à l'heure peut-être. L'Afrique reste quand même une orientation stratégique pour le Maroc et je crois que le gouvernement qui va être mis sur pied ou sur place prochainement va s'atteler justement sur, le sentiment, et ça, c'est quelque chose de réel, qu'au-delà du ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères sortant, Nasser Bourita, qui lui part partout et c'est son travail. Les autres ministres ne se projetaient pas trop en Afrique, ou alors vraiment très peu. Donc voilà, ça va être donc la fin de la première partie. Nous nous retrouvons dans quelques instants après la pause. À tout de suite. On reprend pour la deuxième partie du débrief. Nous parlions de politique, nous parlions d'information du gouvernement. Et en seconde partie, donc dans quelques minutes, nous passerons à cet attentat qui a visé donc 2 camionneurs, un convoi de camionneurs marocains au Mali. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Zakaria Abou Dahab, Abdelhamid Belkhattab, Nabil Adel. Abdelhamid Belkhattab, je voudrais donc vous poser une question sur la future opposition qu'il y aura. On a parlé de la majorité, mais quand il y a majorité, il y a l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelle que soit la configuration, elle sera quand même un peu faible ? Oui, absolument. Donc, on a l'impression que tous les partis politiques veulent entrer au gouvernement. D'ailleurs, c'est une spécificité marocaine. Et dans une démocratie, faire partie de l'opposition, c'est aussi se donner la chance de pouvoir restructurer le parti, de pouvoir aussi refroidir la machine du parti qui s'use après un long exercice de pouvoir. Or, ce qu'on voit au Maroc, c'est que tous les partis politiques espèrent bel et bien entrer au gouvernement. Donc je vois mal comment ils arriveraient à assumer leur rôle d'opposition. De toute manière, le rôle de l'opposition est crucial pour un gouvernement démocratique. Ça permet aussi de corriger l'action gouvernementale, d'interpeller le gouvernement, de lui montrer peut-être d'autres alternatives que celle qu'il a prévues, aussi de créer une sorte de relais entre le gouvernement et les députés, mais aussi entre le gouvernement et la population. Donc le rôle de l'opposition est beaucoup plus important que le seul rôle institutionnel, parlementaire. Ça dépasse le Parlement et c'est une philosophie. D'ailleurs, ça fait partie de la philosophie politique de la démocratie. Donc, tout le monde cherche à entrer au gouvernement. Je crois que personne n'aimerait bien être... Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de paradigme le PPS aussi. Et le PJD ont déjà dit qu'ils allaient faire partie de l'opposition. Ils étaient alliés Ils sont astreints de le faire. Ils sont astreints de le faire puisqu'ils étaient carrément, littéralement rayés de la carte électorale, presque. Généralement, donc, l'opposition permet au gouvernement d'avoir des idées autres que les siennes. Et partout dans le monde, on voit très bien que l'intégration de l'opposition dans le jeu politique, le jeu parlementaire, fait partie du jeu démocratique. C'est une sorte d'alternance au pouvoir. Alors je vois mal comment est-ce que des partis politiques puissent participer au gouvernement pendant 20 ans. Comment arriveront-ils à se restructurer? Comment arriveront-ils à régénérer leur organisation, leur structure interne? Comment arriveront-ils à se rajeunir? Donc ce sont là, l'opposition, c'est un moment de répit pour le parti politique, mais aussi c'est un moment d'autoréflexion. Je ne crois pas que les partis politiques marocains, beaucoup d'ailleurs, sont dans cette
cette manière de penser. Donc il va falloir peut-être qu'on revoie un peu, revoie aussi le rôle extra-institutionnel de l'opposition. L'opposition n'est pas seulement quelque chose qui n'est pas le fait de sortir du gouvernement, ce n'est pas une exclusion. Pour être un peu un contrepoids du gouvernement. C'est un moment institutionnel à part dans lequel les partis politiques doivent se mettre pour pouvoir s'auto-régénérer, pour pouvoir s'auto-penser, penser le monde qui les entoure. Hein. Alors justement, pour rester dans la continuité de cette question, Nabil Adel, ça va être la dernière question sur la partie élection, donc formation du gouvernement. Quand on parle d'opposition et de majorité, en général, idéalement, ce sont des blocs idéologiques ou en général des blocs qui défendent les mêmes idées. Or là, on voit par exemple que si l'USFP se dit résolument partant, le PPS a dit niet, il ne rentre pas. C'est ce que déclarait Nabil Mnab. Là, à l'issue de sa rencontre avec Aziz Akhnouch, est-ce qu'on peut considérer donc que c'est la fin des blocs, que c'est la fin des idéologies pour laisser céder la place à du pragmatisme, un peu plus de pragmatisme, ce qui serait une nouvelle approche de la politique? Est-ce que vous pensez que c'est les anciens, les Koutla, Ouifar, tout ça, ça ne marche plus et on est passé à autre chose? Non, en fait, je ne sais pas pourquoi vous opposez pragmatisme et idéologie. Rien ne les oppose, d'abord. Alors, voilà, donc il n'y a pas d'opposition. C'est comme disait Bergson, agir en nombre de pensées ou penser en nombre d'actions. Qu'est-ce qui permet à un parti de se déployer dans le réel? C'est un cadre idéologique. Alors, pour simplifier les choses pour nos téléspectateurs, est-ce que je vais augmenter les impôts sur les riches ou les baisser? Est-ce que je vais soutenir les produits de base ou les baisser? Est-ce que je vais encourager le privé ou bien avoir un secteur public fort? Quand je dis secteur public fort, ça veut dire que je vais augmenter les impôts. Et donc, ce sont des choix. Ça structure des choix. Okay. Alors souvent, tendance à penser à l'idéologie comme si c'était du verbiage. Ok, on ne comprend rien. Non, vous ne pouvez pas agir dans le réel si vous n'avez pas un cadre qui structure votre pensée. Et comme le disait le professeur, qui vous permet de vous représenter le monde. Maintenant, il appartient au chef de gouvernement désigné d'avoir de la cohérence dans son clan. Si lui, il se dit « moi, je suis de droite », même si son programme est très à gauche, il lui appartient à lui, c'est sa responsabilité de former une majorité qui reflète cette idée de droite ou de programme. Donc je ne pense pas que ce soit la fin des idéologies. Aujourd'hui, nous avons d'autres formes d'idéologie. On n'avait pas les mêmes paradigmes que dans les années 70, 80 ou 90, avant la guerre froide et après la guerre froide. Donc vous avez aujourd'hui de nouveaux modes de pensée entre souverainistes, mondialistes, alors qu'avant c'était gauche-droite traditionnelle. Mais vous avez toujours un cadre de pensée, vous en avez besoin. Sinon vous n'êtes pas un parti, vous êtes excusez-moi le terme, une boîte de consulting qui va dérouler des plans d'action. Mais sans avoir un prolongement dans le réel, parce que nous ne gérons pas une entreprise, nous gérons un pays qui a un prolongement civilisationnel, qui a une profondeur historique, qui a des aspirations futures, et on ne peut pas dire tout ça, on va le gérer avec du PowerPoint. Okay, donc il faut avoir une profondeur idéologique qui structure la pensée, et de là, chacun opère ses choix. Autant pour moi, vous avez raison, il ne faut pas opposer idéologie à pragmatisme, et on peut avoir une action donc du pragmatisme et de l'efficacité dans le cadre dans un cadre idéologique clair. Effectivement, merci donc pour vos interventions sur cette première partie. On passe au second axe, donc cette attaque qui a visé des Marocains au Mali, c'était le 11 septembre dernier. Des camions chargés de denrées alimentaires empruntant la route habituelle pour se rendre à Bamako ont été attaqués par un commando lourdement armé qui s'en est pris aux personnes et pas aux marchandises. L'attaque était clairement terroriste puisqu'il n'y a pas eu de vol. Voilà, c'était une attaque contre les personnes. Alors, Abdelhamid Belkhtab, récit des événements et votre lecture de cette agression. Oui, vous savez, dans la région Mali, depuis longtemps, on assiste à une certaine insécurité qui est chronique en quelque sorte dans la région. Et les deux derniers putschs d'État dans la région ont fragilisé sérieusement l'armée malienne de telle sorte à ce que les fonctions régaliennes de base de l'État malien ne sont plus assumées maintenant. Et du coup, donc les voies routières, les routes, etc., sont mal gardées en quelque sorte, sont mal surveillées. Et je crois que les terroristes et les groupes armés
prolifère maintenant sérieusement dans la région. Et les camionneurs marocains ont été visés par un de ces groupes armés. On ne sait pas de quelle obédience sont-ils, mais de toute manière, nous sommes devant un acte terroriste, étant donné que ceux qui ont été visés, ce sont les camionneurs et non pas la marchandise. Et puis, ceux qui sont visés, c'est aussi les camionneurs d'un État plutôt que d'un autre. Et cela pose problème. Que va-t-on faire maintenant? Je crois que le gouvernement malien doit d'abord assumer ses responsabilités et doit assumer surtout cette fonction régalienne qui est celle de la sécurité des personnes et des marchandises, puisque c'est la fonction de base de tout gouvernement et de tout État. Donc la sécurité des routiers et la sécurité des marchandises, ça relève des compétences et du devoir aussi de l'État malien. Je crois que sur ce problème, il y a beaucoup de choses à faire. Et ces derniers temps, avec la déstructuration de l'armée malienne et les problèmes internes qui sont de tout genre au Mali, laissent prévoir donc un avenir qui n'est pas vraiment radieux. Donc on verra comment les choses évolueront par la suite. Alors justement... Vous voulez réagir, Zakaria Bouthab, non ? Par rapport d'abord à ce meurtre qui a choqué, c'est vrai, l'assassinat de 2 camionneurs marocains, a été blessé, transporté à l'hôpital de Bamako. Il faut également saluer l'intervention rapide sur ordre de Sa Majesté, l'ambassadeur du Maroc sur place à Bamako, qui a fait le nécessaire. Heureusement, la vie a été sauvée et un 4e indemne. Et tous de la région Agadir, Tiznit, etc. Donc c'était des camionneurs qui livraient, délivraient des marchandises pour l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, c'est une profondeur géostratégique marocaine. Donc on peut regretter malheureusement cet assassinat et en même temps se poser bien des questions sur les auteurs présumés de ces attentats qui étaient cagoulés. Et en même temps, ce qui est dérangeant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de revendication. On sait très bien, vous savez, le Mali, c'est 1 240 000 km². Il y a le nord, aride, etc., saharien, et il y a le sud, qui est plus ou moins humide, il y a les forêts, il y a le fleuve du Niger qui traverse tout le Mali. C'est un pays qui est enclavé, et l'État central n'a pas les moyens de contrôler tout le territoire. On le sait depuis 2013, avec l'éviction du président de l'époque, je pense Moubido Keïta, qui était à l'époque sur place, et la proclamation de l'indépendance de l'Azawad, c'est-à-dire le nord du Mali. Donc il y a eu des groupuscules, une sorte de nébuleuse, le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, le Moujao, le Moujahidine, le Mouvement pour l'unicité du djihad au Mali, en Afrique de l'Ouest, regardez. Et récemment, c'était en 2018 où l'État islamique avait créer une sorte de fief au Sahara, ce qu'on appelle le Grand Sahara. Il y a d'autres mouvements, le Morabitaine, il y a les Touaregs, etc. Alors maintenant, la grande question, justement, quand bien même, donc, aucune organisation n'avait revendiqué cet attentat odieux, il faut donc, après, vérifier, examiner, à travers un certain nombre d'indices, témoignages de personnes sur place, d'accord, remonter un peu le fil des événements, déterminer quels seraient ces auteurs coupables de ces attentats odieux. Et je crois que le Maroc va œuvrer étroitement avec, je l'espère, les autorités maliennes pour précisément identifier ces auteurs et prendre les mesures qui s'imposent. Merci pour vos précisions. Alors, quand vous parlez, Zakaria Bouthab et Abdelhamid Belkhatab, quand vous parlez de ce qui se passe dans la région du Mali, on comprend que il y a des groupes terroristes qui parcourent et il y a aussi la présence de plusieurs puissances occidentales. Alors Nabil Adel, c'est actuellement ce qui est en train de se passer, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte de recul de la présence française ou de reconfiguration de la présence française ou européenne, et une arrivée aussi des Russes qui sont là, des Chinois bien entendu, ça c'est l'économie, ça remonte à il y a au moins 15-20 ans, des Américains aussi qui s'y mettent. Est-ce que vous ne pensez pas que cette reconfiguration un peu mondiale ou internationale peut aussi avoir joué quelque chose, ou un rôle, ou a une explication, ou a une signification? Ah, certainement, certainement. Et votre grille de lecture est très pertinente. Alors tout d'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. Quand un Marocain est touché, on se sent tous touchés, c'est un des nôtres. Et surtout, la manière avec laquelle ils ont été visés, c'est une manière qui est très lâche.
On ne s'attaque pas à des civils qui transportent des denrées alimentaires à un peuple frère. En l'occurrence, le Mali, c'est crapuleux. Maintenant, quand on analyse la situation, nous avons 3 grilles de lecture. Alors, vous avez une grille globale, régionale et nationale. Alors, au niveau de la grille globale, effectivement, aujourd'hui, les États-Unis, depuis la fin de l'ère Obama, et particulièrement avec l'arrivée de Trump, ont tourné l'orientation de leur politique étrangère de l'islam et l'ennemi versus China et l'ennemi. Et donc aujourd'hui, toute la politique étrangère américaine est structurée autour de cet axe, parce que selon beaucoup de think tanks américains, si on veut arrêter l'avancée des Chinois, il faut la faire, ils avaient une fenêtre de tir de 4 à 5 ans. Après, ça va être trop tard. Donc d'où une sorte de mobilisation globale et générale dont on voit les ramifications dans beaucoup de dossiers, et récemment l'affaire des sous-marins entre la France, l'Australie et les États-Unis. Et donc, voulant contrer l'axe sino-russe, l'une des zones de déploiement de ce conflit global est la région dans laquelle nous vivons. Et donc, dans la région dans laquelle nous vivons, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des États, on ne va pas dire en faillite, mais des États qui ne sont pas maîtres de tous les attributs d'un État. Et c'est là où on peut exercer la tectonique des plaques, c'est là où on peut déstabiliser, c'est dans les ventres mous des zones, c'est là où on peut déstabiliser les zones d'influence des uns et des autres. Nous avons un voisin de l'Est qui voit dans son développement l'équivalent de l'affaiblissement du Maroc. Et donc on a vu ça. Et l'un des actes de cet affaiblissement, c'est attaquer ce qui fait du Maroc une puissance régionale, c'est-à-dire le développement économique. Et donc on l'a vu avec le Guerguerat, quand ils ont bloqué le passage. On le voit maintenant avec cette histoire d'assassinat au Mali, mais aussi à travers d'autres manifestations. C'est tel que la proposition d'un axe Tindouf Mauritanie, puis une ligne Oran. Oui, mais à vous entendre, c'est comme si l'Algérie était impliquée, mais il n'y a rien. Non, j'ai pas dit ça. J'analyse un contexte géopolitique. D'accord. J'ai pas dit qui a fait ça. Voilà le contexte géopolitique. Donc, alors, troisième élément, au niveau local cette fois-ci, c'est que le Maroc est en train d'avancer en tant que puissance régionale. Il est en train de s'étendre en Afrique, mais avec une vision beaucoup plus humaine, beaucoup plus fraternelle. Ce qui fait qu'il a l'adhésion des pays africains. Et ça dérange un certain nombre de puissances. D'autant plus qu'avec la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur tout son territoire, et puis les projets avancés par la Grande-Bretagne qui veut faire partie de cet ensemble qui se constitue en Afrique de l'Ouest, nous sentons que le Maroc est en train de glisser progressivement vers un axe atlantiste, au détriment de son arrimage traditionnel à un axe continental. Et donc ce sont des facteurs qui peuvent expliquer que la suite des événements tels qu'on l'a vu est une suite qui va aller crescendo, une tendance de déstabilisation, mais qui ne visera pas une guerre armée telle qu'on l'a connue, mais plus à cibler les intérêts économiques du Maroc dans la région. Parce qu'on sait que, avec une guerre, on ne pourra pas l'affaiblir. Le Maroc a beaucoup d'alliés et même son armée est relativement forte pour le protéger. Maintenant, si on veut lui faire mal, ça va être en le coupant de sa profondeur africaine. Et on va voir de plus en plus de tentatives de couper le Maroc de cette profondeur africaine parce que c'est son arme de bataille dans cette reconfiguration géostratégique qui se dessine. Il faut savoir que les Américains, quand ils ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son territoire, sur l'entièreté de son territoire, c'est qu'ils avaient vu en le Maroc un pays qui peut leur éviter d'avoir à investir dans 25 pays africains qui ont au moins ouvert des consulats dans les provinces du Sud. Donc voilà un allié qui a déjà établi de bonnes relations avec 25 pays et qui peut faire partie d'une large coalition si demain le conflit global venait à se déployer dans la région. Alors, quand on parle d'Afrique, Zakaria Boutab, la présence du Maroc en Afrique, il s'est passé dernièrement un événement. En fait, il s'est passé 2 événements cette semaine. La première, c'est que c'est un prolongement de la présence du Maroc en Afrique avec la nomination de Fahd el Messi à une très haute fonction que vous nous expliquerez au sein de l'Union africaine, de la Commission africaine. Et puis, en même temps, de l'autre côté, qui n'a rien à voir, mais du côté sécuritaire, les Français ont annoncé avoir neutralisé Adnan Abou Walid Sahraoui, donc, qui est le chef du groupe terroriste État islamique du Grand Sahara. Ce sont 2 événements qui se sont déroulés. Le premier, donc une action antiterroriste claire, nette,
Est-ce qu'on peut y voir un lien avec ce qui s'est passé? Et la deuxième, donc cette présence du Maroc, donc avec l'arrivée de Jules Messi à la tête de cette fonction, quelle articulation on pourrait en faire dans cette région très complexe? Comme disait De Gaulle, l'Orient complexe, il n'y a pas que l'Orient qui est complexe, le Sahel aussi, il est. Le Moyen-Orient compliqué. Le Moyen-Orient compliqué. Alors, avec des je idées simples, commencerai par le second point, c'est-à-dire l'élimination de Abdelwalid Sahraoui, qui est d'ailleurs natif de l'Aïeul et qui a fait ses preuves dans les camps du Polisario, d'accord, donc il s'était entraîné. Après, il a donc switché vers son action subversive au niveau de l'État islamique au Grand Sahara, donc qui s'est déployé depuis 2018. Après la déliquescence de l'État islamique Daesh en Irak et en Syrie. Et donc après, il fallait quelque part se redéployer. Et cela est en congruence ou en corrélation avec également la chute de Muammar al-Kadhafi, dissémination des armes et l'apparition, que je l'ai dit tout à l'heure, de groupuscules que j'ai cités. Entre autres aussi, il fallait citer Al-Qaïda au Maghreb islamique. N'oublions pas, c'est Aziz, que récemment le Maroc a démantelé une cellule terroriste al-Rachidiyya. Et les connexions sont fortes avec aussi l'État islamique. Et donc déjà, l'AG de ces personnes, la cellule, avait déjà prêté serment à Daesh ou à l'État islamique. Ce qui fait qu'il y a des éléments de connexion entre ce qui s'est passé au Mali récemment. Je crois que les Français, il y a l'opération Serval qui s'est déclenchée en 2013, l'autre Barkhane en 2014 exactement. Les Français, avec l'arrivée des Russes, et notamment ils ont fait leurs preuves en Burkina Faso, parce que la société Wagner, qui est une entreprise de sécurité privée, avait obtenu l'adhésion des populations. Moi j'ai vu des scènes de liesse à travers la télévision, à Bamako, les Maliens, qui demandaient à ce que les Français partent, s'en aillent, et que les Russes restent, parce que leur mode opératoire est différent, donc il n'y a pas de paternalisme pédagogique, etc. Ce qui fait que, à mon sens, du moment que le second putsch ou coup d'État qui a été prononcé ou qui s'est perpétré en Mali en mai 2021, et donc l'éviction de celui qui avait remplacé l'ancien président malien, M. Macron avait dit qu'il a menacé de se retirer complètement du Mali au cas où la junte militaire, parce qu'elle avait instauré un Conseil national de transition, ne respecte pas la constitutionnalité de la chose. Ce qui fait que les Français sont dérangés d'abord par rapport à l'arrivée des Russes, et en même temps ils veulent démontrer à travers cette éviction, parce que c'est l'armée française qui avait éliminé Abdelwalid Sahraoui. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si Jules Messi, c'était un ambassadeur, un diplomate chevronné. Il a fait ses preuves d'abord au niveau du ministère des Affaires étrangères parce qu'il avait, je crois, en charge la direction des affaires multilatérales. Par la suite, il a été nommé ambassadeur du Maroc en France. Il avait lancé notamment l'opération Hexagone. Il avait servi au sein de la délégation du Maroc au sein de l'Union européenne à Bruxelles. Et puis, il était également le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée durant plusieurs années. Oui. Je crois qu'il a fait ses preuves. Il a certainement la fibre africaine. Et le Maroc, depuis quelques temps, plusieurs années, notamment avec l'arrivée de M. Nasser Bourita, avait lancé une politique, disons, de nomination des Marocains dans des postes d'organisations internationales. On nous reprochait, nous Marocains, comme être présents dans exactement. Les aréopages internationaux. Et depuis 2017, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu investissement de pas mal d'institutions. Par exemple, le Comité de paix et de sécurité, en 2018, je crois, a porté parmi ses rangs un Marocain ou des Marocains. Maintenant, dans ce cadre-là, et à travers des projets qui sont sur le pipe. Vous avez cité tout à l'heure la zone de libre-échange continentale africaine, l'agenda 2063, les projets comme les 3A, adaptation de l'agriculture africaine parce que l'OCP est partie prenante. Je crois que c'est le bon profil pour que le Maroc puisse avoir une présence continue au sein des institutions africaines pour agir en amont par rapport aux décisions qui peuvent se prendre et concerner notre pays. C'est très important. Alors justement, ce n'est pas fortuit d'avoir posé cette question sur Fethallah Sijil Messi à l'Union africaine. Donc on va terminer parce que le temps nous presse, avec vous, Abdelhamid Belkhatab, et aussi vous, Nabil Adel. Une dernière question sur ce qui s'est passé au Mali. Allah yarham hadouk nas.
Mais il y a l'action policière, il y a l'action militaire, il y a l'action de renseignement. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait une action au niveau des instances africaines, donc l'instance globale qui est l'Union africaine, ou les instances régionales qui sont la CEDEAO, qui sont les différentes instances régionales, parce qu'il y a une question de zone de libre-échange africaine. Si on commence à tirer sur des camionneurs, si on n'assure pas la sécurité, comment on va faire une zone de libre-échange? Ça se passe par camion. Est-ce qu'il ne faut pas saisir aussi ces organismes qui seraient donc responsables? La question vous adresse à tous les deux. Absolument. Nous sommes devant un nouveau paradigme, ou ce qu'on appelle un complexe sécuritaire dans la région du Sahel. Et la lutte contre le terrorisme et contre ces groupuscules ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul État et avec les moyens conventionnels. Donc, il va falloir chercher d'autres moyens pour pouvoir endiguer ces phénomènes-là. Et je crois, dans ce cas-là, la CEDEAO et l'Union africaine a un grand rôle à jouer, en plus des renseignements, de la coopération bilatérale et multilatérale pour justement faire en sorte à ce qu'il y ait une coopération régionale pour lutter contre ce fléau. Donc le Mali à lui seul ne peut pas le faire, le Maroc seul ne peut pas endiguer ce phénomène, donc il va falloir trouver une issue multilatérale à ce problème. Une minute pour vous, Nabil Adel, pour réagir très rapidement, à cette question. aujourd'hui, nous assistons à une reconstitution des grands empires. L'empire chinois, l'empire russe, l'empire turc et bien sûr le Maroc. Pas d'une manière militaire, mais en élargissant le réseau d'alliances. Et donc, le Maroc doit s'appuyer sur un large réseau d'alliances, non pas pour des problématiques sécuritaires uniquement, mais même pour des problématiques économiques et géostratégiques. Le Maroc est en train de bâtir et de devenir une force régionale. Donc il doit avoir le minimum de problèmes avec les voisins, parce que c'est de cela qu'on constitue une force économique émergente. Malheureusement, nous avons un voisinage qui n'est pas facile, mais la force d'une diplomatie, c'est de toujours convaincre tant que c'est possible et contraindre tant que c'est nécessaire. Et ne pas inverser les choses comme le font un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, naturellement, il faut que la collaboration continue, il faut élargir ce réseau, et naturellement, le Maroc est en train d'émerger dans cette zone, et c'est son droit. Merci à vous pour vos analyses. C'est la fin de cette édition du débrief que nous dédions à la mémoire de Saïd Ben Sreer, notre confrère qui a été emporté par la maladie et emporté à l'affection des siens et à l'estime de tous. Allah yarhamou. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.